Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et aujourd'hui je vais vous parler du modificateur Array. Alors avant de commencer, je vais optimiser l'écran comme je l'ai fait dans la dernière vidéo. J'appuie sur T pour faire enlever la barre de menu à côté. Je vais cliquer droit ici, je sélectionne clic droit. Je sélectionne Join Area et je fais basculer la fenêtre principale dans la timeline. Voilà. Alors, je vous ai dit, cette vidéo concerne le modificateur Array. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un modificateur? Pour ça, on va aller sur Internet, Google. Là, on va aller chercher blender.org. On va sur le site officiel, donc, premier lien. Et arrivé sur cette page, on va aller cliquer sur, en bas, Wiki Documentation. Voilà, on y va. Là, alors tout est en anglais, mais c'est pas si compliqué à comprendre. Learn, apprendre. User Manual, donc le manuel des utilisateurs. On va cliquer là-dessus. Si ça veut bien charger, voilà. Alors on trouve ici une liste des différents cours, des différents points qui sont abordés par le manuel d'utilisateur. Nous, on va aller dans Modifiers and Deformation, parce que c'est un modificateur. Hop, on clique dessus. Et Introduction to Modifiers, ici. Et là, on a un résumé assez sympathique de ce qu'est un modificateur. C'est en anglais, alors je vais changer la langue. Je vais en haut, cliquer sur French, français, et on a un très bon résumé, parce qu'en fait, je me sentais pas trop de vous expliquer à l'oral ce qu'était un modificateur, mais ici, on a quelque chose de très bien. Donc, je vais le lire pour ceux qui n'arriveraient pas à lire sur mon tutoriel, sur la vidéo. Les modificateurs sont des opérations automatiques affectant un objet de manière non destructive. Avec un modificateur, vous pouvez réaliser automatiquement beaucoup de choses qu'il serait sinon fastidieux de faire à la main, comme la subdivision de surface, et sans modifier irréversiblement votre objet. Les modificateurs changent la manière d'afficher, de rendre un objet, mais pas sa forme réelle. Vous pouvez ajouter plusieurs modificateurs à un même objet pour former une pile de modificateurs, et vous pouvez appliquer, apply, un modificateur si vous voulez rendre ces modifications définitives. Donc voilà, maintenant que vous savez ce qu'est un modificateur, je reviens sur Blender, et nous, on va s'intéresser au modificateur Array. Oui, parce que il y a plein de modificateurs. Il se trouve dans ce sous-panneau ici, on va dessus, et on y trouve un menu déroulant avec tous les modificateurs qui sont inclus dans Blender. Et donc il y en a un sacré paquet. Vous inquiétez pas, dans les prochains tutoriels que je sortirai, je vais en développer pas mal. Et nous, on commence donc par le Array, qui est ici. Array permet donc de faire une duplication, comme si on dupliquait notre objet, sauf qu'on peut définir le nombre de duplicats, de réplicas qu'on veut à notre objet, et donc cela nous facilite grandement la tâche. Parce que si on veut dupliquer notre cube de base ici, on a un raccourci clavier pour ça qui est très pratique, c'est un raccourci Shift D. Donc on clique sur Shift D, on voit que le cube est entouré de blanc maintenant, et si je déplace ma souris, j'ai un second cube qui le suit, qui suit mon curseur. Donc je clique droit, ça annule pas forcément l'action qui a été faite, ça annule juste le déplacement que j'étais en train de faire, parce que si je déplace avec mon widget, je vois que j'ai toujours mon second cube qui a été créé. Si je veux l'annuler complètement, je fais CTRL Z. Et voilà, je peux déplacer mon cube et le placer où je veux dans ma scène 3D. Donc je vais faire CTRL Z, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai envie d'avoir. Je veux, moi, mon simple cube par défaut, et je veux le dupliquer avec mon modificateur Array. Donc je vais cliquer sur Add Modifier pour ajouter un modificateur, et je sélectionne Array. Une fois cela fait, donc on voit que mon cube a bel et bien été dupliqué. Alors le second cube est complètement collé au premier, donc on a l'impression que les deux sont rattachés et qu'il n'y a aucune séparation entre les deux. Et en plus, dans mon panneau déroulant à côté, j'ai plein de boutons qui ont été rajoutés. Donc on voit toujours le menu déroulant Add Modifier qui est ici. Et on voit tout un panneau avec plein d'outils qui nous permettent de modifier le modificateur en soi. Commençons par la flèche là qui est en haut et qui permet d'enrouler ou de dérouler le panneau des menus qui s'affiche en dessous. Donc on va le laisser dérouler vu qu'on veut affecter ces valeurs. Alors je parlerai de Apply, Copy et tous les boutons qui sont là-haut un tout petit peu plus tard.
Je vais d'abord commencer par les boutons qui sont en dessous. Et commençons tout d'abord par Fit Type, qui est ici. C'est un nouveau panneau déroulant qui, alors j'ai des problèmes d'affichage, mais en gros, ça nous affiche soit le premier en haut qui est ici, mince. Alors je reclique sur Fix Count, c'est Fit Curve. Désolé, hein, j'ai des problèmes d'affichage, ça doit être dû à l'enregistrement de la vidéo. Donc le premier c'est Fit Curve, vous avez un panneau déroulant avec 3 options. Fit Curve vous permettrait d'ajuster le nombre de duplicats de votre objet en fonction d'une courbe que vous rentriez là-dedans. C'est-à-dire que si je fais Shift A, donc je vais ajouter un objet ici, que j'ajoute pas un mesh, donc un maillage, que j'ajoute une courbe, et que je fais une courbe Bézier par exemple, alors on la voit pas parce qu'elle est cachée par le cube, donc si je me passe en mode vue fil de fer avec Z, je peux voir la courbe que je viens d'ajouter, je peux faire S pour l'agrandir, voilà, et donc je vais la déplacer un peu, la mettre sur le côté, et repasser en mode solide avec Z encore une fois. Donc je resélectionne mon cube sur lequel est appliqué le modificateur, et si je sélectionne dans l'objet ici, dans le panneau de sélection en fait d'objet, si je sélectionne la courbe que je viens de faire, ou que je rentre son nom, donc par défaut je pense que ça s'appelle curve, voilà, hop, j'ai un nombre de cubes égal à la taille de ma courbe qui a été rajouté. Donc c'est très pratique, très sympathique dans certaines options. On va passer au deuxième type qu'on nous propose, et ça c'est Fit Length. Et là, de suite ça change, on ne prend plus en compte la courbe, et on va pas en avoir besoin, donc je vais supprimer la courbe. On revient sur notre cube. Ici on a un nouveau panneau, donc c'est plus, il ne demande plus de rentrer un objet, il nous demande de rentrer une valeur. Et donc c'est la taille, ou plutôt non, disons la longueur sur laquelle vous voudrez rentrer les cubes. Disons que si vous rentrez une valeur, disons que je vais mettre 5 cm, ou 5 unités Blender, je suppose. Non, c'est 5 cm. Blender va vous rentrer le nombre de cubes qu'il peut rentrer pour atteindre ces 5 cm. Là, 5 c'est peut-être un peu petit, donc je vais faire 25. Et Blender a automatiquement créé le nombre de cubes nécessaires pour remplir la longueur de 25 cm. Ou unité Blender, je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux. Donc voilà, le troisième type que Blender propose, c'est Fixed Count. Et là, plus question de dimension prédéfinie, pré-réglée par un objet quelconque ou par une valeur que vous rentrez. Vous définissez vous-même le nombre de duplicats que vous voulez donner à votre cube. Donc par défaut, vous avez 2, ça veut dire que vous avez 2 cubes. Et si vous augmentez ce nombre, vous avez un cube qui s'ajoute à chaque fois que vous cliquez ou que vous rentrez un nombre quelconque. Donc si je mets 15, j'ai 15 cubes qui se sont mis et qui se sont succédés. Donc voilà, moi je vais laisser le compte à 4, je pense que ça suffit. Juste pour vous donner un exemple et vous expliquer le modificateur. Alors ensuite, en dessous des Fit Type et de l'onglet qui lui est assigné, on a différents types de décalage. Donc c'est Constant Offset, Relative Offset ou Object Offset. Offset veut dire décalage en anglais, hein, c'est pour ça que je dis différents types de décalage. Donc on va commencer non pas par le Relative Offset, mais par le Constant Offset. Donc le Constant Offset, on voit qu'on a les 3 axes X, Y et Z qui sont ici, et qui sont tous à 0. Ce qui veut dire que pour l'instant, même si on a un compte de 4 ici, on a 4 objets, eh bien il ne s'affiche pas dans la scène 3D. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les coordonnées de chacun de ces réplicas, de chacun des duplicats voilà, qui sont faits, les coordonnées de chacun d'eux sont à 0. Et 0, c'est l'origine. Donc c'est exactement le même endroit que le cube de départ. Ce qui veut dire que tous les 3 autres cubes qui ont été ajoutés à ma scène sont situés exactement, sont superposés au cube de départ. Et on peut changer ça donc en changeant les coordonnées des cubes, des duplicats en fait. Donc en fait on va changer les coordonnées du premier, et le deuxième duplicat va être déformé en fonction de celui qui le précède, et ainsi de suite. Donc si je déplace, là si je rentre les coordonnées juste du prochain cube, du cube numéro 2, en fait je vais affecter de la même translation, enfin de la même valeur de translation, le cube numéro 3, 4 et 5, 3 et 4 pardon, en fonction du cube qui les précède. Un exemple vaut mieux.
Donc là, je vais prendre X et je vais lui rajouter 1. Hop. Et donc là, j'ai déplacé chacun des cubes de 1, de une unité Blender. Si je fais Z pour passer en mode vue fil de fer, on voit que j'ai un espacement. Alors je vais me mettre en vue de 7, donc vue de dessus, et appuyer sur 5 pour passer en mode orthographique. Et on voit que entre chaque cube, j'ai un espacement de 1. Alors oui, les cubes se rentrent dedans et sont à moitié enfoncés l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit en début, dans les premiers vidéos tutoriels, que mon cube, ce n'est pas forcément la géométrie qu'on voit autour, ce n'est que le point orange qui est au centre. Donc le point central, ceci représente mon cube. Ça, c'est mon objet, c'est mon cube. Et donc quand je déplace mon cube, que je le duplique de une unité, et ben Blender va prendre l'origine de mon premier cube avec l'origine de mon second cube et va y mettre un espacement de 1. Donc l'origine de mon second cube serait plutôt par ici. Et j'ai bien un espacement de 1 entre les deux. Ce qui crée mon cube en soi, ce sont les points qui sont assignés à cet objet et qu'on peut modifier en passant en mode édition. D'ailleurs, si je fais en mode édition, on voit que, alors je vais me mettre en vue solide, comme ça on verra peut-être mieux, non, vue fil de fer. J'espère que vous voyez bien les autres cubes là, qui sont un peu grisés derrière, parce que justement, je ne peux modifier que mon cube de départ. Les applications, enfin les déformations que je viens d'affecter à mon cube de départ, en créant ce modificateur, ne sont pas définitives. Si je veux quand même faire une modification sur le premier cube et que cette modification se répartissent sur tous les autres cubes qui sont dupliqués à partir du premier, eh bien je peux encore le faire. Je peux donc, si je veux, décaler ce sommet ici, et cela décale le sommet des 4 autres cubes qui ont été créés par duplicat, par mon modificateur array. Et c'est très pratique parce que la plupart du temps, quand on veut faire quelque chose, un objet à répétition, on fait Shift D, donc on duplique à la main, et qu'on duplique plein de fois un même objet. Chaque objet est définitivement appliqué, tel qu'il était au début. Et donc si on se rend compte tout d'un coup que, oh ben mince, on a oublié de faire telle ou telle modification sur le premier, et qu'il faudrait répéter la même opération sur chacun des duplicats que vous avez fait, ou alors même faire CTRL Z pour enlever tous les duplicats que vous auriez pris le temps de bien positionner, bien placer dans votre scène, pour faire une modification et ensuite redupliquer chacun des objets, et ben ça prend du temps. Et bien l'outil array vous permet de faire une gain de ce temps-là en dupliquant, voyant un peu qu'est-ce que ça donne, et là si vous avez besoin de faire des modifications, les faire sur votre premier objet et qu'elles s'appliquent automatiquement sur tous les duplicats que vous avez derrière. Donc voilà, je fais CTRL Z, j'annule la déformation que je viens de faire, je repasse en mode objet, et là je vais désencocher le constant offset. Donc là on n'a plus de décalage, on n'a plus d'offset d'encocher, donc de créer. Et donc c'est pour ça que tous les duplicats sont revenus à l'origine par défaut. Et je vais cliquer sur Relative Offset. Et là on voit que tous les cubes, ah bah tiens, ils se sont accolés les uns aux autres sans prendre l'origine, donc l'origine de l'objet comme point de référence pour décaler l'objet. En fait, Relative Offset, donc j'ai un décalage par défaut de 1 qui a été fait ici, comme pour le Constant Offset. Et donc j'ai décalé mes cubes de un cube complet. Enfin, comment dire, chacun de mes cubes sont collés les uns aux autres. Pourquoi? Parce que comparé au Constant Offset, la grande différence c'est que le Relative Offset va prendre ce qu'on appelle le bounding box en anglais. Le bounding box, comment dire? C'est une boîte qui va englober tout votre objet. Donc si je vais changer de calque, je vais aller sur le second calque ici, ce qui va me permettre de rajouter un nouvel objet, où je fais Shift A, Mesh, et UV Sphere, c'est ce qui va me permettre de vous montrer de manière très rigoureuse ce que c'est que le bounding box. Si je veux avoir le bounding box de cette sphère, en bounding box on a box, ce qui veut dire que ce sera un cube qui va englober ma sphère. Donc je vais aller par exemple ici, on peut avoir les bounding box de chacun de nos objets, je pense que c'est là. Quand je mets dans la mode de vue, je suis en vue fil de fer pour l'instant, mais je peux aussi me mettre en vue solide, comme vous le savez, ou encore en vue de texture pour voir toutes les textures appliquées à l'objet, ou enfin en vue bounding box qui est là. Si je me mets en vue bounding box, ma sphère n'est plus une sphère, mais un cube. Et ce cube,
prend exactement les dimensions de ma sphère. Donc si je me mets en vue de face, je vais avoir ici exactement, donc si je fais Z, je passe en vue fil de fer, ou alors je reviens en vue bounding box. On voit que ma sphère passe exactement sur l'extrémité de mon cube à chaque endroit. Donc mon cube a été calculé de manière à ce que il soit créé pour frôler, enfin pour contenir exactement ma sphère. C'est ça une bounding box. C'est une boîte qui va contenir pile poil l'objet. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc je supprime, je me remets en vue fil de fer, wireframe, et je passe sur le calque 1. Je repasse sur le calque 1. Et là, donc vous admettrez que le bounding box d'un cube, bah, c'est lui-même. Donc c'est pas, il n'y a pas une grande différence. Donc là, Blender a pris les bounding box comme référence plutôt que le point d'origine de mon objet. Donc en fait, il va accoler au bounding box de mon cube de départ les duplicats, et donc ça va coller les cubes les uns aux autres. Maintenant, si j'augmente sur le X de le 0.1, je vais décaler de 0.1 chacun de mes objets. Et je vais pas avoir d'effet exponentiel, disons, ou d'ajout entre les duplicats. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je vais pas avoir 0.1 de décalage ici, puis 0.2, puis 0.3, puis 0.4, parce qu'en fait, les coordonnées de translation de ce cube-là sont calculées en fonction du cube précédent. Et à chaque fois, ainsi de suite. Donc celui-ci va prendre les coordonnées de celui-là pour appliquer le décalage et générer ses coordonnées à lui. Et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai pas de décalage exponentiel entre chacun des cubes. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, j'ai déplacé suivant l'axe des X, mais je peux aussi déplacer suivant l'axe des Y, bien sûr, ou suivant l'axe des Z. Je peux rentrer une valeur 1.5, hop, et là, je fais, alors je peux facilement créer un escalier. Si ici je me mets en 0.8, imaginons que là je me mets en 0, et que ici je suis en 1 tout court, hop, j'ai un escalier facilement qui se crée facilement. Alors les marches sont peut-être un peu grandes, donc du coup je vais passer en mode édition. Je me rends compte que la marche que j'ai créée est trop grande. Je sélectionne tout avec A, et en fusionnant avec ce widget de redimensionnement, je vais baisser un peu, et hop, je vais me faire des marches qui sont plus convenables. Je passe en mode objet, et là du coup je me rends compte que le Z est pas assez haut, j'ai pas décalé assez haut mes marches, donc je vais augmenter, je vais mettre ça à 1.5 par exemple, ou 2.5, hop, et là j'ai des marches convenables, j'ai créé un escalier sympathique en quelques clics, et pour lequel je peux augmenter le nombre de marches. Si je augmente le nombre de duplicats avec le count ici, je peux augmenter ou réduire facilement le nombre de marches. Donc ça c'est très sympathique, c'est le relative offset. Bien sûr avec le constant offset vous pouviez aussi modifier les coordonnées en X et Z, en Y et Z pardon, je l'ai fait que pour X pour vous montrer ce que c'était. Mais je vais maintenant désencocher le relative offset et je vais me mettre en object offset. Et pour ça, avant de cliquer sur le object offset, je vais insérer un objet. Je vais insérer un objet vide, un empty. Je sais pas si dans mes vidéos précédentes je vous ai déjà introduit l'objet vide, mais le empty qui est ici va vous permettre d'affecter, enfin d'appliquer des propriétés, ainsi de suite, à cet objet. Donc je vais aller dans le panneau ici, size, je vais l'augmenter, mettre la dimension à 2, juste pour qu'on puisse mieux le voir. Et donc par défaut dans la scène 3D, on le voit sous forme d'un système d'axes, même si dans les rendus que vous ferez, ou oui, à chaque fois que vous ferez une vidéo ou un rendu, cet empty, cet objet ne sera pas visible. Impossible, il est vide. Il ne contient strictement rien. Vous ne pouvez même pas passer en mode édition avec. Ah non, mince, quand je sélectionne l'empty, vous ne pouvez pas passer en mode édition avec parce que il n'existe pas de mode édition. Il ne sert qu'en mode objet. Il est utile en général pour appliquer des propriétés ou des forces ou ainsi de suite dans votre scène. Et même s'il est vide, il est vraiment très 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 utile. Vous le verrez dans les prochains tutoriels que je créerai, je m'en sers beaucoup. Donc je reviens sur mon modificateur, je sélectionne mon cube encore une fois, et je sélectionne cette fois-ci Object Offset. Maintenant, on me demande de sélectionner un objet qui va être utilisé pour faire le déplacement en fait, pour faire le décalage. Donc là, je vais sélectionner. Alors j'ai encore des problèmes d'affichage, mais là il me propose différents objets tels que la caméra, l'empty donc que je viens de faire, ou
la lampe, parce que ce sont les différents objets en dehors du cube que j'ai dans ma scène actuellement. Et moi je vais taper empty, voilà, je sélectionne, et du coup maintenant, mon empty, mon objet qui est ici, définit les coordonnées de mes duplicats de mon cube. Donc si je fais G et que je déplace mon empty, je déplace en même temps tous les autres objets. Alors je vais un peu dézoomer. Voilà, je déplace en même temps tous les autres objets en fonction de ces coordonnées. Et ça c'est vraiment très pratique, c'est un objet très puissant. Parce que du coup, ça nous permet non seulement de déplacer suivant l'axe des X, Y et Z, comme tout à l'heure, mais en plus, on peut y affecter un redimensionnement, parce que si j'augmente mon empty, eh bien je vais appliquer l'agrandissement ou la réduction à tous les autres objets qui viennent derrière. Ou encore, si je fais une rotation de mon empty, je vais faire tourner tous les autres cubes qui viendront en suivant. Tous les autres réplicas qui viendront en suivant. Et ça, c'est vraiment énorme. Si je resélectionne mon cube par défaut, je vois qu'en mode édition, je n'affecte que le premier. Donc je peux par exemple lui redonner sa taille d'origine. Hop, réagrandir mon cube. Voilà, donc là j'ai un duplicat de plein de cubes. Et tout ça juste, je peux le modifier très facilement juste avec mon empty. Donc en le faisant tourner avec R ou en le déplaçant avec G ou avec les widgets. Alors avec ça, viennent ensuite, si je sélectionne mon cube, les outils merge derrière, qui sont aussi utilisés pour constant et relative offset, mais qu'on utilise aussi beaucoup pour le relative, pour le object offset qui est ici. Donc si je clique sur merge, qui veut dire fusion en anglais, ça me désencoche le first last et le distance, dont je vais parler dans un instant. Et ça me permet en quelque sorte de fusionner deux sommets qui sont très proches. Alors je vais tourner un peu avec R et déplacer aussi, hop, de manière à obtenir cet effet-là. Donc voilà, pour essayer de rapprocher les deux sommets qui sont ici, pour que vous puissiez voir. Je peux essayer de la rapprocher le maximum, au maximum, tout ce que je peux essayer, mais jamais Blender ne les considérera comme un seul et même sommet, et jamais il ne les fusionnera. Sauf si j'encoche donc cette fonction de merge. Et j'ai distance en dessous, j'ai cette fonction distance en dessous, qui me permet de régler la distance à partir de laquelle Blender considère que deux points doivent être fusionnés et doivent être considérés comme un seul et même point. Donc si j'augmente cette distance, au bout d'un moment, hop, vous voyez que j'ai donc si je zoome, j'ai ce changement qui a été fait, donc ça entre 0.03 et 0.04. Blender va fusionner les deux points et n'en faire plus qu'un. Si vous voulez appliquer derrière un smooth, donc avec T, donc c'était ici, un smooth quoi que ce soit, Blender va prendre en considération, alors là c'est très moche, mais Blender va prendre en considération le fait que ces points soient joints pour pouvoir appliquer son smooth, donc son lissage, de manière optimale. Donc là je vais remettre sur flat parce que c'est vraiment très moche. Je vais recacher le panneau avec T et je vais vous expliquer les first and last qui sont ici et qui sont utiles dans le cas où je veux par exemple faire boucler, je veux boucler cette suite de cubes. Donc si j'augmente le compte ici, je vais augmenter un peu la taille des derniers là, annuler un peu mon truc, et faire en sorte que ma rotation, donc je vais faire Alt G pour annuler le déplacement que j'ai fait avec mon empty. Ensuite je vais faire Alt R pour annuler la rotation, et Alt S pour annuler l'agrandissement ou la réduction que j'ai faite. Maintenant, je vais déplacer mon empty, pas le redimensionner, le déplacer de temps, voilà, le mettre en vue de dessus, et le faire tourner, voilà, de manière à ce que, alors si je le déplace un peu, voilà, que je le fais tourner un peu plus, hop, je peux donc, comme j'ai dit tout à l'heure, faire un merge, donc ça a été fait, voilà, ça fait un merge pour chacun de ces points-là, mais quoi que je fasse, je peux tourner autant que je veux mon empty, ça ne me merge pas les premiers et derniers objets. Et pourquoi? C'est parce que first and last ne sont pas encochés. Donc si je le fais, si j'encoche ces deux-là, ce point-là, ça va me permettre de prendre en compte, que Blender prenne en compte cette distance et ce merge pour le premier et le dernier des duplicats,
Alors que si je le désencoche, Blender ne voudra pas prendre en compte ces deux dernières choses. Je ne sais pas pourquoi, par défaut, ça ne le prend pas en compte, mais si on le clique dessus, voilà, ça va me permettre de facilement lier le tout. Et maintenant, je pense que si je fais T et un smooth, au moins pour l'intérieur des cubes, on voit que c'est assez sympa. Non, ça fait toujours aussi moche que tout à l'heure. Désolé pour ça, je remets sur flat et je refais T. Il me reste deux dernières choses à vous présenter ici, Start Cap et End Cap. Le Start Cap va vous permettre de choisir, alors je vais resélectionner, sortir du mode édition, resélectionner mon objet, R. En gros, Start Cap va vous permettre de choisir un objet que vous aurez modélisé en dehors. D'ailleurs, je vais peut-être le faire, Shift A. Mesh. Prenons une sphère par exemple. Voilà, j'ai une sphère ici. Start Cap va vous permettre de sélectionner cette sphère. Alors, j'ai encore des problèmes de vision. Sphère, hop. Et ça va prendre un simple réplica de la sphère, ça va la dupliquer qu'une seule fois, et ça va la mettre en début de ma chaîne. Donc là, je déplace ma sphère, je peux la mettre n'importe où, mais je peux faire H pour la cacher. Mais on voit que donc j'ai mon duplicat qui a été fait, et en mettant Start Cap, ma sphère en Start Cap, ça m'a pris ma sphère, ça l'a dupliqué de là où elle était, et ça me l'a mise dans la position, comment dire, comme si on prenait la position -1. Ça a pris ma chaîne de duplicats, en fait, de mon cube, et ça a pris la position -1, et ça a mis ma sphère à cette place-là. Reprenons l'exemple de l'escalier tout à l'heure. Vous voulez faire une rambarde, avec pour l'escalier, et en bas de la rambarde, au début, vous voulez avoir une enjolivure ou quelque chose de différent, mais qui ne soit pas dupliqué sur tout le reste de votre rambarde. Du coup, bah, vous pouvez utiliser Start Cap pour faire un mesh spécifique qui crée le début de votre rambarde. Vous le placez donc en début de votre arrêt, et en fin de votre arrêt, si vous voulez encore une enjolivure qui le finisse, et bien vous pouvez sélectionner la même que le départ, ou en créer une nouvelle et la mettre là-dedans. Donc sphère, hop, et ça va me prendre la sphère et ça va la mettre en fin de ma sélection. Donc maintenant, voilà, avec mon empty, si je redéfinis les coordonnées avec mon empty, voilà, tout est appliqué avec mes sphères qui bougent en conséquence. Même si j'agrandis ou que je réduis mon empty, j'ai toutes les modifications qui sont appliquées en conséquence. Voilà, donc ça c'était Start Cap et End Cap et tous les autres outils de mon modificateur. Donc jusqu'à présent, je vous ai dit, quand on passe en mode édition, je peux modifier mon tout premier objet, tout sera répercuté sur la suite, donc pas besoin de s'inquiéter, même si on a oublié des choses, eh bien on peut tout à fait rectifier cela en modifiant mon premier objet et ensuite en répercutant le reste sur la suite. Maintenant, une fois que je suis satisfait, j'ai la possibilité de faire Apply, qui est ici. Apply va me permettre d'appliquer toutes les modifications que j'ai apportées à mon objet. Donc l'outil array, donc le modificateur array est terminé. Ça veut dire que je suis satisfait des options que j'ai encochées ici. Je vais cliquer sur Apply et je ne pourrai plus revenir en arrière. Une fois que j'ai cliqué sur Apply, tous les boutons disparaissent. Mon objet n'est plus qu'un seul et même objet. Donc si je tabule en mode édition, je peux modifier chacun de mes objets maintenant, indépendamment. Et si je veux revenir au point de départ avec tous mes outils ici, la seule solution que vous avez, c'est CTRL-Z. Donc faites très attention avant d'appliquer votre modificateur, parce qu'une fois cela fait, vous ne pouvez plus revenir en arrière sauf avec CTRL-Z. Et si ça fait longtemps que vous avez fait plusieurs modifications derrière et ainsi de suite, eh bien les CTRL-Z ne seront pas assez, il n'y en aura pas assez pour pouvoir revenir jusqu'au moment où vous pouviez modifier vos paramètres. Donc faire très attention lorsque vous cliquez sur le bouton Apply. À côté du bouton Apply, vous avez le bouton Copy. Et Copy vous permet donc tout simplement de copier tous les paramètres que vous aviez sur le premier arrêt et de les répliquer d'en refaire un nouvel arrêt avec ces paramètres déjà instaurés si vous avez passé du temps à calculer le truc, au lieu de refaire dans le menu déroulant un nouvel arrêt et de reprendre tous les paramètres ici pour les recopier là-dedans. Eh bien vous faites copie et vous avez directement le nouvel arrêt qui se fait, qui se met en dessous de la pile. Vous pouvez avoir une pile de modificateurs et qui copie tous les paramètres que vous aviez au-dessus. Voilà, ensuite vous avez les boutons qui sont en haut, dont la croix, que je vais vous présenter de base, parce que du coup vous pouvez supprimer votre arrêt.
vous annulez. Finalement, vous vous dites, j'ai pas besoin d'un arrêt, donc je l'ai créé, mais je veux l'enlever. Donc au lieu de faire apply, vous cliquez sur la croix et ça vous l'annule. Et vous avez tous les autres boutons là qui sont à côté. D'abord vous avez le nom qui s'appelle arrêt. Le schéma là, le dessin qui représente l'arrêt. Donc ça c'est le dessin qui représente le modificateur. Et ensuite vous avez une série de boutons qui sont ici. La caméra, l'œil et le cube là avec les vertex sont encochés. Celui-ci, comme il est grisé, enfin moins grisé clair, ça veut dire qu'il n'est pas encoché et donc il n'est pas actif. Mais tous ceux qui sont actifs, caméra, œil et ça veut dire que donc pour l'instant, quand vous faites un rendu avec la caméra, ça veut dire le rendu. Quand vous faites soit une vidéo de rendu, soit une image, l'arrêt et toutes les modifications qui sont dessus est prise en compte dans le rendu. Donc tout ce que vous voyez, toutes les modifications qui sont apportées par ça seront prises en compte et seront visibles au rendu. Si vous faites ça, vous ne le verrez pas. Vous verrez votre cube de départ, votre sphère à l'endroit où elle est à l'intérieur de votre scène, mais pas en bout comme ça. Et vous ne verrez pas tous les objets qui ont été créés derrière et qui ont été rajoutés. Vous verrez que votre cube parce que vous avez désencoché le modificateur pour le rendu. Donc voilà, c'est un peu idiot en quelque sorte. Je pense, personnellement, je vois pas l'intérêt de faire un arrêt si c'est pour ne pas le montrer au rendu. Enfin voilà, mais c'est là quand même. L'œil est plus pratique déjà. L'œil permet de ne pas voir l'arrêt dans votre scène 3D, dans votre vue 3D. Donc quand vous désencochez l'œil, vous voyez ce que vous verriez si vous désencochez la caméra par exemple. Si vous désencochez la caméra, vous verriez exactement la même chose que voilà là maintenant quand vous avez désencoché l'œil. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est pratique? C'est parce que alors pour l'instant vous avez une scène plutôt simple, une scène qui n'est pas très lourde, il n'y a que un cube que vous avez dupliqué, mais dans une scène plus complexe, avec plein de sommets partout, avec plein d'objets qui constituent la scène autour, eh bien un arrêt peut rapidement surcharger votre fichier .blend et faire ramer votre PC, et même en mode vue fil de fer, vous auriez du mal à vous déplacer dans la scène 3D et ainsi de suite. Et si l'arrêt que vous avez affecté, vous voulez pas encore l'appliquer parce que vous pensez avoir encore besoin de faire des modifications dessus, mais qu'en même temps c'est pas votre point central pour l'instant, vous vous occupez d'autre chose pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le voir, vous pouvez cacher donc les modifications qu'applique l'arrêt, et donc Blender n'a pas besoin de rendre ces modifications sur la vue 3D, de vous le montrer, et donc du coup la vue est optimisée, vous pouvez plus facilement vous déplacer dans votre vue 3D. C'est juste question d'optimiser votre scène pour pas que votre PC lag. Donc ça c'est expliqué, j'espère que j'ai été clair en quelque sorte. Et le bouton qui est là en derrière, donc quand vous le désencochez, vous voyez aucune différence. Et ça c'est parce que la différence elle se voit en mode édition. Donc, quand je tabule en mode édition, pour l'instant je suis dans ce genre-là. Enfin quand je clique là-dessus, quand je désencoche ça, je ne vois pas toutes les modifications. Non plus en mode objet, donc en mode objet je peux voir les modifications, en mode édition je ne les vois pas, ça me permet de me concentrer que sur le cube que je veux détailler, le cube que je veux modifier, et pas sur tout le reste autour. Donc voilà, et le dernier bouton, qui n'est visible que quand ceci est encoché, et qui est décoché, permet de montrer les sommets et arêtes de chacun des autres cubes qui sont derrière, sachant que je ne peux pas les modifier, ou alors ça revient à modifier celui du premier cube. Ce qui est un peu bête en quelque sorte. Donc il est décoché par défaut et je pense que c'est une très bonne chose. Enfin, viennent les deux boutons là, les deux flèches en haut et en bas. Et je vous ai dit qu'on pouvait très facilement avoir une pile de modificateurs. Eh bien, ça permet de changer la place des modificateurs dans cette pile. Si je rajoute un modificateur arrêt, voire même deux modificateurs arrêt, hop, derrière. Alors bien sûr, les modificateurs arrêt vont dupliquer le modificateur arrêt qui était précédemment. Donc, comment dire, le modificateur arrêt .002 va être appliqué sur le modificateur arrêt .001 qui lui-même est appliqué sur le modificateur arrêt arrêt tout court qui lui est appliqué au cube de départ. Donc en fait, je vais avoir un cube qui ici va être dupliqué 7 fois, qui ensuite, donc le cube de départ et les 7 cubes qui ont été modifiés 7 fois, vont être dupliqués encore une fois, avec le modificateur arrêt 001, et
le cube de départ avec les 7 cubes qui a été dupliqué une fois, donc qui crée en fait ces deux-là, vont être, parce que si j'enlève ça, je vois la vue, donc je vais le faire progressivement. J'enlève la vue ici. Donc vous avez votre cube de défaut, par défaut. Je vais le mettre en mode objet. Votre cube par défaut, qui est dupliqué 7 fois. On a mis un compte 7, on a mis une sphère en début et en fin de la chaîne de duplication. Ceci, donc toute cette chaîne de duplication, on va lui appliquer un nouvel arrêt, donc qui va dupliquer une fois, c'est montré ici, parce qu'on en a deux en fait, on veut une fois et deux fois, qui va être dupliqué une fois, toute cette chaîne là, et donc ça va en faire deux, et donc cet objet entier là, ces deux chaînes qui ont été faites, vont être dupliquées une fois, parce qu'ici il compte 2, et cela va faire deux autres chaînes, parce que c'est le duplicat des deux autres qui sont ici. Et donc au final ça nous en fait 7. Et même on pourrait déplacer par exemple ici, je mets 0, hop, ou non, je vais remettre 1, hop, 1, et en X, en Y, pardon, je mets 1, et en Z, je mets 1, ce qui va ouais, ça change les coordonnées du duplicat, mais bon, ça, je vois pas trop de différence parce qu'en fait c'est assez plat ce qu'on a fait précédemment, donc voilà. Mais vous pouvez facilement modifier les coordonnées d'arrêt en arrêt et en rajouter plein. Donc du coup, comme vous avez une pile qui peut facilement se créer, non seulement avec les arrêts mais avec les autres modificateurs, là j'utilise seulement arrêt parce que c'est le seul que je vous ai montré jusqu'à présent, donc vous comprendrez mieux avec ça. Vous pouvez changer leur position, donc là vous voyez que le 001 est en deuxième position, mais si je clique sur la flèche du haut, hop, le 001 passe en première position. Et du coup, ça change certaines choses sur le rendu à la fin. Et donc voilà, ça ce sont les deux flèches. Et comme je vous l'ai dit au final, les croix permettent de supprimer les modificateurs dont on n'a plus besoin. Voilà, j'espère que j'ai été clair, parce que je me suis un peu embrouillé, mais bon, j'espère que j'ai été clair dans les définitions, que vous avez compris la puissance qu'est le modificateur arrêt, que ça va vous simplifier vos rendus Blender et votre modélisation. Et puis je vous retrouve prochainement dans un nouveau tuto Blender. Allez, ciao!